Le pâtre et le lion. Fable 1 des Fables de La Fontaine, livre 6e. Enregistré pour LibriVox.org par Sylvie. Les fables ne sont pas ce qu'elles semblent être. Le plus simple animal nous y tient lieu de maître. Une morale nue apporte de l'ennui, le conte fait passer le précepte avec lui. En ces sortes de feintes, il faut instruire et plaire, et compter pour compter me semble peu d'affaires. C'est par cette raison qu'égayant leur esprit, nombre de gens fameux en ce genre ont écrit. Tous ont fui l'ornement et le trop détendu. On ne voit point chez eux de paroles perdues. Phèdre était si succinct qu'aucuns l'en ont blâmé. Ésope, en moins de mots, s'est encore exprimé. Mais sur tous, certains Grecs renchérissent et se piquent d'une élégance laconique. Il renferme toujours son conte en 4 vers. Bien ou mal, je le laisse à juger aux experts. Voyons-le avec Ésope en un sujet semblable. L'un amène un chasseur, l'autre un pâtre, en sa fable. J'ai suivi leur projet quant à l'événement, y cousant en chemin quelques traits seulement. Voici comme à peu près Ésope le raconte. Un pâtre, à ses brebis, trouvant quelque mécompte, voulut à toute force attraper le larron. Il s'en va près d'un antre et tente à l'environ des lacs à prendre loup, soupçonnant cette engeance. « Avant que partir de ces lieux, si tu fais, disait-il, ô monarque des dieux, que le drôle à ces lacs se prenne en ma présence et que je goûte ce plaisir, parmi 20 veaux je veux choisir le plus gras et t'en faire offrande. » À ces mots sort de l'antre un lion grand et fort. Le pâtre se tapit et dit à demi-mort: « Que l'homme ne sait guère, hélas, ce qu'il demande. Pour trouver le larron qui détruit mon troupeau et le voir en ces lacs pris avant que je parte, ô monarque des dieux, je t'ai promis un veau, je te promets un bœuf, si tu fais qu'il s'écarte. » C'est ainsi que l'a dit le principal auteur. Passons à son imitateur. Fin de la fable 1, le pâtre et le lion. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le lion et le chasseur, fable 2 des Fables de La Fontaine, livre 6e. Enregistré pour LibriVox.org par Sylvie. Un fanfaron, amateur de la chasse, venant de perdre un chien de bonne race, qu'il soupçonnait dans le corps d'un lion, vit un berger. « Enseigne-moi de grâce de mon voleur, lui dit-il, la maison, que de ce pas je me fasse raison. » Le berger dit: « C'est vers cette montagne. » En lui payant 2 tributs un mouton par chaque mois, j'erre dans la campagne comme il me plaît, et je suis en repos. Dans le moment qu'il tenait ces propos, le lion sort et vient d'un pas agile. Le fanfaron aussitôt d'esquiver. « Ô Jupiter, montre-moi quelque asile, s'écria-t-il, qui me puisse sauver. La vraie épreuve du courage n'est que dans le danger que l'on touche du doigt. Tel le cherchait, dit-il, qui, changeant de langage, s'enfuit aussitôt qu'il le voit. » Fin de la fable 2, le lion et le chasseur. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Phébus et Borée, fable 3 des Fables de La Fontaine, livre 6e. Enregistré pour LibriVox.org par Sylvie. Borée et le soleil virent un voyageur qui s'était muni par bonheur contre le mauvais temps. On entrait dans l'automne. Quand la précaution au voyageur est bonne, il pleut, le soleil luit, et l'écharpe d'iris rend ceux qui sortent avertis. Quand c'est moi, le manteau leur est fort nécessaire, les latins les nommaient douteux pour cette affaire.
Notre homme s'était donc à la pluie attendu. Bon manteau bien doublé, bonne étoffe bien forte. Celui-ci, dit le vent, prétend avoir pourvu à tous les accidents, mais il n'a pas prévu que je saurais souffler de sorte qu'il n'ait bouton qui tienne. Il faudra, si je veux, que le manteau s'en aille au diable. Les battements pourraient nous en être agréables. Vous plaît-il de la voir? Eh bien, gageons-nous deux, dit Phébus sans tant de parole, à qui plutôt aura dégarni les épaules du cavalier que nous voyons. Commencez, je vous laisse obscurcir mes rayons. Il n'en fallut pas plus. Notre souffleur à gage se gorge de vapeur, s'enfle comme un ballon, fait un vacarme de démon, siffle, souffle, tempête et brise en son passage, maint toit qui n'en peut, mais fait périr maint bateau, le tout au sujet d'un manteau. Le cavalier eut soin d'empêcher que l'orage ne se pût engouffrer dedans, cela le préserva. Le vent perdit son temps. Plus il se tourmentait, plus l'autre tenait ferme. Il eut beau faire agir le collet et les plis. Sitôt qu'il fut au bout du terme, car la gageure on avait mis, le soleil dissipe la nue, recrée puis pénètre enfin le cavalier. Sous son balandra fait qu'il sut, le contraint de s'en dépouiller. Encore n'usa-t-il pas de toute sa puissance, plus fait douceur que violence. Fin de la fable 3, Phébus et Borée. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Jupiter et le métayer, fable 4 des fables de La Fontaine, livre 6e. Enregistré pour LibriVox.org par Sylvie. Jupiter eut jadis une ferme à donner. Mercure en fit l'annonce, et gens se présentèrent, firent des offres, écoutèrent. Ce ne fut pas sans bien tourner. L'un alléguait que l'héritage est effrayant et rude, et l'autre un autre si. Pendant qu'ils marchandaient ainsi, un d'eux, le plus hardi mais non pas le plus sage, promit d'en rendre tant pourvu que Jupiter le laissa disposer de l'air, lui donna saison à sa guise, qu'il eut du chaud, du froid, du beau temps, de la bise, enfin du sec et du mouillé, aussitôt qu'il aurait bâillé. Jupiter y consent. Contrat passé, notre homme, tranche du roi des airs, pleut, vente et fait en somme un climat pour lui seul. Ses plus proches voisins ne s'en sentaient non plus que les Américains. Ce fut leur avantage. Ils eurent bonne année, pleine moisson, pleine vinée. Monsieur le receveur fut très mal partagé. L'an suivant, voilà tout changé. Il ajuste d'une autre sorte la température des cieux. Son champ ne s'en trouve pas mieux. Celui de ses voisins fructifie et rapporte. Que fait-il? Il recourt au monarque des dieux, il confesse son imprudence. Jupiter en usa comme un maître fort doux. Concluons que la Providence sait ce qu'il nous faut mieux que nous. Fin de la fable 4, Jupiter et le métayer. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le cocher, le chat et le souriceau. Fable 5 des fables de La Fontaine, livre 6e. Enregistré pour LibriVox.org par Sylvie. Un souriceau, tout jeune et qui n'avait rien vu, fut presque pris au dépourvu. Voici comme il conta l'aventure à sa mère. J'avais franchi les monts qui bordent cet état et trottais comme un jeune rat qui cherche à se donner carrière, lorsque deux animaux m'ont arrêté les yeux, l'un doux, bénin et gracieux, et l'autre turbulent et plein d'inquiétude. Il a la voix perçante et rude, sur la tête un morceau de chair, une sorte de bras dont il s'élève en l'air, comme pour prendre sa volée, la queue en panache étalée. Or, c'était un cocher,
dont notre souriceau fit à sa mère le tableau, comme d'un animal venu de l'Amérique. Il se battait, dit-il, les flancs avec ses bras, faisant tel bruit et tel fracas, que moi, qui grâce au Dieu de courage me pique, en ai pris la fuite de peur, le maudissant de très bon cœur. Sans lui, j'aurais fait la connaissance avec cet animal qui m'a semblé si doux. Il est velouté comme nous, marqueté, longue queue, une humble contenance, un modeste regard, et pourtant l'œil luisant. Je le crois fort sympathisant avec messieurs les rats, car il a des oreilles en figure aux nôtres pareilles. Je l'allais aborder, quand d'un son plein d'éclat, l'autre m'a fait prendre la fuite. Mon fils, dit la souris, ce Doucet est un chat qui, sous son minois hypocrite, contre toute ta parenté, d'un malin vouloir est porté. L'autre animal, tout au contraire, bien éloigné de nous mal faire, servira quelques jours peut-être à nos repas. Quant au chat, c'est sur nous qu'il fonde sa cuisine. Garde-toi, tant que tu vivras, de juger des gens sur la mine. Fin de la fable 5, le cocher, le chat et le souriceau. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le renard, le singe et les animaux. Fable 6 des Fables de La Fontaine, livre 6e. Enregistré pour LibriVox.org par Sylvie. Les animaux, au décès d'un lion, en son vivant prince de la contrée, pour faire un roi s'assemblèrent, dit-on. De son étui, la couronne est tirée, dans une chartre, un dragon la gardait. Il se trouva que, sur tous essayés, à pas un d'eux elle ne convenait. Plusieurs avaient la tête trop menue, aucun trop grosse, aucun même cornu. Le singe aussi fit l'épreuve en riant, et par plaisir la tiare essayant, il fit autour force grimaceries, tour de souplesse et mille singeries, passa dedans ainsi qu'en un cerceau. Aux animaux cela sembla si beau qu'il fut élu. Chacun lui fit hommage. Le renard seul regretta son suffrage, sans toutefois montrer son sentiment. Quand il eut fait son petit compliment, il dit au roi : « Je sais, sire, une cache, et ne crois pas qu'autre que moi la sache. Or, tout trésor, par droit de royauté, appartient, sire, à votre majesté. » Le nouveau roi bâille après la finance, lui-même y court pour n'être pas trompé. C'était un piège, il y fut attrapé. Le renard dit au nom de l'assistance : « Prétendrais-tu nous gouverner encore, ne sachant pas te conduire toi-même ?» Il fut démis et l'on tomba d'accord qu'à peu de gens convient le diadème. Fin de la fable 6, le renard, le singe et les animaux. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le mulet, se vantant de sa généalogie. Fable 7 des Fables de La Fontaine, livre 6e. Enregistré pour LibriVox.org par Sylvie. Le mulet d'un prélat se piquait de noblesse et ne parlait incessamment que de sa mère la jument, dont il contait maintes prouesses. Elle avait fait ceci, puis avait été là. Son fils prétendait pour cela qu'on le dût mettre dans l'histoire. Il le crut s'abaisser, servant un médecin. Étant devenu vieux, on le mit au moulin. Son père l'âne alors lui revint en mémoire. Quand le malheur ne serait bon qu'à mettre un sot à la raison, toujours serait-ce sa juste cause qu'on le dit bon à quelque chose. Fin de la fable 7, le mulet se vantant de sa généalogie. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le vieillard et l'âne.
Fable 8 des Fables de La Fontaine, livre 6e. Enregistré pour LibriVox.org par Sylvie. Un vieillard, sur son âne, aperçut en passant un pré plein d'herbes et fleurissant. Il y lâche sa bête et le grison se rue au travers de l'herbe menue, se vautrant, grattant et frottant, gambadant, chantant et broutant et faisant maintes places nettes. L'ennemi vient sur l'entrefaite. « Fillon !» dit alors le vieillard. « Pourquoi ?» répondit le paillard. « Me fera-t-on porter double bas, double charge ?»« Non pas, dit le vieillard, qui prit d'abord le large. Et que m'importe donc, dit l'âne, à qui je sois? Sauvez-vous et me laissez paître. Notre ennemi, c'est notre maître, je vous le dis en bon français. » Fin de la fable 8, le vieillard et l'âne. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le cerf se voyant dans l'eau. Fable 9 des Fables de La Fontaine, livre 6e. Enregistré pour LibriVox.org par Sylvie. Dans le cristal d'une fontaine, un cerf, se mirant autrefois, louait la beauté de son bois et ne pouvait qu'avec peine souffrir ses jambes de fuseau, dont il voyait l'objet se perdre dans les eaux. « Quelle proportion de mes pieds à ma tête !» disait-il en voyant leur ombre avec douleur. « Des taillis les plus hauts, mon front atteint le faîte, mes pieds ne me font point d'honneur. » Tout en parlant de la sorte, un limier le fait partir. Il tâche à se garantir, dans les forêts, il s'emporte. Son bois, dommageable ornement, l'arrêtant à chaque moment, nuit à l'office que lui rendent ses pieds de qui ses jours dépendent. Il se dédie alors et maudit les présents que le ciel lui fait tous les ans. Nous faisons cas du beau, nous méprisons l'utile, et le beau souvent nous détruit. Ce cerf blâme ses pieds qui le rendent agiles, il estime un bois qui lui nuit. Fin de la fable 9. Le cerf se voyant dans l'eau. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le lièvre et la tortue. Fable 10 des Fables de La Fontaine, livre 6e. Enregistré pour LibriVox.org par Sylvie. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. « Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. »« Sitôt? Êtes-vous sage ?» repartit l'animal léger. « Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains d'élébore. »« Sage ou non, je parie encore. » Ainsi fut fait. Et de tous deux, on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ceux qu'il fait lorsque, près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait, mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. « Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison? De quoi vous sert votre vitesse? Moi l'emporter. Et que serait-ce si vous portiez une maison? » Fin de la fable 10, le lièvre et la tortue.
Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'âne et ses maîtres. Fable 11 des Fables de La Fontaine, livre 6e, enregistré pour LibriVox.org par Sylvie. L'âne d'un jardinier se plaignait au destin de ce qu'on le faisait lever devant l'aurore. Les coqs, lui disait-il, ont beau chanter matin, je suis plus matineuse encore. Et pourquoi? Pour porter des herbes au marché. Belle nécessité d'interrompre mon somme. Le sort, de sa plainte touché, lui donne un autre maître, et l'animal de somme passe du jardinier aux mains d'un corroyeur. La pesanteur des peaux et leur mauvaise odeur eurent bientôt choqué l'impertinente bête. « J'ai regret, disait-il, à mon premier seigneur. Encore, quand il tournait la tête, j'attrapais, s'il m'en souvient bien, quelques morceaux de chou qui ne me coûtaient rien. Mais ici, point d'aubaine, ou si j'en ai quelqu'une, c'est de coups. » Il obtint un changement de fortune, et sur l'état d'un charbonnier, il fut couché tout le dernier. Autre plainte. « Quoi donc ?» dit le sort en colère. « Ce beau décis m'occupe autant que 100 monarques pourraient faire. Croit-il être le seul qui ne soit pas content? N'ai-je en l'esprit que son affaire ?» Le sort avait raison. Tous gens sont ainsi faits. Notre condition jamais ne nous contente, la pire est toujours la présente. Nous fatiguons le ciel à force de placets. Qu'à chacun Jupiter accorde sa requête, nous lui romprons encore la tête. Fin de la fable 11, l'âne et ses maîtres. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le soleil et les grenouilles. Fable 12 des Fables de La Fontaine, livre 6e, enregistré pour LibriVox.org par Sylvie. Aux noces d'un tyran, tout le peuple en liesse noyait son souci dans les pots. Ésope seul trouvait que les gens étaient sots de témoigner tant d'allégresse. Le soleil, disait-il, eut dessein autrefois de songer à l'hyménée. Aussitôt on ouït d'une commune voix se plaindre de leur destinée les citoyennes des étangs. « Que ferons-nous s'il lui vient des enfants ?» dirent-elles au sort. « Un seul soleil à peine se peut souffrir, une demi-douzaine mettra la mer à sec et tous ses habitants. Adieu joncs et marées, notre race est détruite. Bientôt on la verra réduite à l'eau du Styx. » Pour un pauvre animal, Grenouille, à mon sens, ne raisonnait pas mal. Fin de la fable 12, le soleil et les grenouilles. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le villageois et le serpent. Fable 13 des Fables de La Fontaine, livre 6e, enregistré pour LibriVox.org par Sylvie. Ésope conte qu'un manant, charitable autant que peu sage, un jour d'hiver, se promenant alentour de son héritage, aperçut un serpent sur la neige étendue. Transi, gelé, perclus, immobile, rendu, n'ayant pas à vivre un quart d'heure. Le villageois le prend, l'emporte dans sa demeure, et sans considérer quel sera le loyer d'une action de ce mérite, il l'étend le long du foyer, le réchauffe, le ressuscite. L'animal engourdi sent à peine le chaud que l'âme lui revient avec la colère. Il lève un peu la tête et puis siffle aussitôt, puis fait un long repli, puis tâche à faire un saut contre son bienfaiteur, son sauveur et son père. « Ingrat, dit le manant, voilà donc mon salaire, tu mourras. » À ces mots, plein de juste courroux, il vous prend sa cognée, il vous tranche la bête, il fait 3 serpents de 2 coups,
Un tronçon la queue et la tête. L'insecte sautillant cherche à se réunir, mais il ne peut y parvenir. Il est bon d'être charitable, mais envers qui? C'est là le point. Quant aux ingrats, il n'en est point qui ne meurent enfin misérables. Fin de la fable 13, le villageois et le serpent. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le lion malade et le renard. Fable 14 des Fables de La Fontaine, livre 6e. Enregistré pour LibriVox.org par Sylvie. De par le roi des animaux, qui dans son antre était malade, fut fait savoir à ses vassaux que chaque espèce en ambassade envoya Jean le visiter, sous promesse de bien traiter les députés, eux et leur suite, foi de lion très bien écrite, bon passeport contre la dent, contre la griffe tout autant. L'édit du prince s'exécute, de chaque espèce on lui députe. Les renards, gardant la maison, un d'eux en dit cette raison. Les pas empreints sur la poussière par ceux qui s'en vont faire aux malades leur cours, tous sans exception regardent sa tanière, pas un ne marque de retour. Cela nous met en méfiance. Que sa majesté nous dispense, grand merci, de son passeport. Je le crois bon, mais dans cet antre, je vois fort bien comme l'on entre, et ne vois pas comme on en sort. Fin de la fable 14, le lion malade et le renard. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'oiseleur, l'autour et l'alouette. Fable 15 des Fables de La Fontaine, livre 6e. Enregistré pour LibriVox.org par Sylvie. Les injustices des pervers servent souvent d'excuse aux nôtres. Telle est la loi de l'univers. Si tu veux qu'on t'épargne, épargne aussi les autres. Un manant, au miroir, prenait des oisillons. Le fantôme brillant attire une alouette. Aussitôt, un autour, planant sur les sillons, descend des airs, fond et se jette sur celle qui chantait, quoique près du tombeau. Elle avait évité la perfide machine, lorsque, se rencontrant sous la main de l'oiseau, elle sent son ongle maligne. Pendant qu'elle a plumé, l'autour est occupé, lui-même sous les raies demeure enveloppé. « Oiseleur, laisse-moi, dit-il, en son langage, je ne t'ai jamais fait de mal. » L'oiseleur repartit. « Ce petit animal t'en avait-il fait davantage ?» Fin de la fable 15, l'oiseleur, l'autour et l'alouette. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le cheval et l'âne. Fable 16 des Fables de La Fontaine, livre 6e. Enregistré pour LibriVox.org par Sylvie. En ce monde, il se faut l'un l'autre secourir. Si ton voisin vient à mourir, c'est sur toi que le fardeau tombe. Un âne accompagnait un cheval peu courtois. Celui-ci ne portant que son simple harnois, et le pauvre baudet si chargé qu'il succombe. Il pria le cheval de l'aider quelque peu, autrement il mourrait devant qu'être à la ville. « La prière, dit-il, n'en est pas un civil. Moitié de ce fardeau ne vous sera que jeu. » Le cheval refusa, fit une pétarade, tant qu'il vit sous le fait mourir son camarade, et reconnut qu'il avait tort. Du baudet en cette aventure, on lui fit porter la voiture, et la peau par-dessus encore. Fin de la fable 16, le cheval et l'âne. Cet enregistrement fait partie du domaine public.
Le chien qui lâche sa proie pour l'ombre. Fable 17 des Fables de La Fontaine, livre 6e. Enregistré pour LibriVox.org par Sylvie. Chacun se trompe ici-bas. On voit courir après l'ombre tant de fous qu'on n'en sait pas, la plupart du temps, le nombre. Aux chiens dont parlent Ésope, il faut les renvoyer. Ce chien, voyant sa proie en l'eau représentée, la quitta pour l'image et pensa se noyer. La rivière devint tout d'un coup agitée. À toute peine, il regagna les bords et n'eut ni l'ombre ni le corps. Fin de la fable 17, le chien qui lâche sa proie pour l'ombre. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le charretier embourbé, fable 18 des Fables de La Fontaine, livre 6e. Enregistré pour LibriVox.org par Sylvie. Le phaéton d'une voiture à foin vit son char embourbé. Le pauvre homme était loin de tout humain secours. C'était à la campagne, près d'un certain canton de la Basse-Bretagne appelé Quimper-Corentin. On sait assez que le destin adresse là les gens quand il veut qu'on enrage. Dieu nous préserve du voyage. Pour venir au charretier embourbé dans ces lieux, le voilà qui déteste et jure de son mieux. Pestant en sa fureur extrême, tantôt contre les trous, puis contre ses chevaux, contre son char, contre lui-même. Il invoque à la fin le dieu dont les travaux sont si célèbres dans le monde. « Hercule, lui dit-il, aide-moi. Si ton dos a porté la machine ronde, ton bras peut me tirer d'ici. » Sa prière étant faite, il entend dans la nue une voix qui lui parle ainsi. Hercule veut qu'on se remue, puis il aide les gens. Regarde d'où provient l'achoppement qui te retient. Ôte de tour de chaque roue ce malheureux mortier, cette maudite boue, qui jusqu'à les scieux les enduit. Prends ton pic et me romps ce caillou qui te nuit. Comble-moi cette ornière, as-tu fait? Oui, dit l'homme. Or bien, je vas t'aider, dit la voix. Prends ton fouet. Je l'ai pris. Qu'est-ce ceci? Mon char marche à souhait. Hercule en soit loué. Lors, la voix. Tu vois comme tes chevaux aisément se sont tirés de là. Aide-toi, le ciel t'aidera. Fin de la fable 18, le charretier embourbé. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le charlatan. Fable 19 des Fables de La Fontaine, livre 6e. Enregistré pour LibriVox.org par Sylvie. Le monde n'a jamais manqué de charlatans. Cette science de tout temps fut en professeur très fertile. Tantôt l'un en théâtre affronte l'Achéron et l'autre affiche par la ville qu'il est un pas Cicéron. Un des derniers se vantait d'être en éloquence si grand maître qu'il rendrait d'Isère un badaud, un manant, un rustre, un lourdeau. Oui, messieurs, un lourdeau, un animal, un âne. Que l'on amène un âne renforcé, je le rendrai maître passé, et je veux qu'il porte la soutane. Le prince sut la chose, il manda le rhéteur. J'ai, dit-il, dans mon écurie, un fort beau roussin d'Arcadie, j'en voudrais faire un orateur. Sire, vous pouvez tout, reprit d'abord notre homme. On lui donna certaines sommes. Il devait, au bout de 10 ans, mettre son âne sur les bancs. Sinon, il consentait d'être en place publique, guindé, la harte au col, étranglé court et net, ayant au dos sa rhétorique et les oreilles d'un baudet. Quelqu'un des courtisans lui dit qu'à la potence, il voulait l'aller voir et que, pour un pendu, il aurait bonne grâce et beaucoup de prestance, surtout qu'il se souvint de faire à l'assistance un discours où son art fut au long étendu, un discours pathétique et dont le formulaire servit à certains Cicéron, vulgairement nommé Larron. L'autre reprit.
Avant l'affaire, le roi, l'âne ou moi, nous mourrons. Il avait raison. C'est folie de compter sur 10 ans de vie. Soyons bien buvants, bien mangeants, nous devons à la mort de 3 l'un en 10 ans. Fin de la fable 19, le charlatan. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La discorde, fable 20 des fables de La Fontaine, livre 6e, enregistré pour LibriVox.org par Sylvie. La déesse Discorde, ayant brouillé les dieux et fait un grand procès là-haut pour une pomme, on la fit déloger des cieux. Chez l'animal qu'on appelle l'homme, on l'a reçue à bras ouverts, elle et que si que non son frère, avec tien et mien son père. Elle nous fit l'honneur, en ce bas univers, de préférer notre hémisphère à celui des mortels qui nous sont opposés. Gens grossiers, peu civilisés, et qui, se mariant sans prêtre et sans notaire, de la discorde n'ont que faire. Pour la faire trouver au lieu où le besoin demandait qu'elle fût présente, la renommée avait le soin de l'avertir, et l'autre, diligente, courait vite au débat et prévenait la paix, faisait d'une étincelle un feu long à s'éteindre. La renommée enfin commença de se plaindre que l'on ne lui trouvait jamais de demeure fixe et certaine. Bien souvent l'on perdait à la chercher sa peine. Il fallait donc qu'elle eût un séjour affecté, un séjour d'où l'on pût en toutes les familles l'envoyer à jour arrêté. Comme il n'était alors aucun couvent de filles, on y trouva difficulté. L'auberge enfin de l'Hyménée lui fut pour maison assignée. Fin de la fable 20, la discorde. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La jeune veuve, fable 21 des fables de La Fontaine, livre 6e. Enregistré pour LibriVox.org par Sylvie. La perte d'un époux ne va point sans soupir. On fait beaucoup de bruit et puis on se console. Sur les ailes du temps, la tristesse s'envole, le temps ramène les plaisirs. Entre la veuve d'une année et la veuve d'une journée, la différence est grande. On ne croirait jamais que ce fût la même personne. L'une fait fuir les gens et l'autre a mille attraits. Aux soupirs vrais ou faux, celle-là s'abandonne. C'est toujours même note et pareil entretien. On dit qu'on est inconsolable, on le dit, mais il n'en est rien, comme on verra par cette fable, ou plutôt par la vérité. L'époux d'une jeune beauté partait pour l'autre monde. À ses côtés, sa femme lui criait « Attends-moi, je te suis, et mon âme, aussi bien que la tienne, est prête à s'envoler. » Le mari fait seul le voyage. La belle avait un père, homme prudent et sage. Il laissa le torrent couler. À la fin, pour la consoler, « Ma fille, lui dit-il, c'est trop verser de larmes. Qu'a besoin le défunt que vous noyiez vos charmes? Puisqu'il est des vivants, ne songez plus aux morts. Je ne dis pas que tout à l'heure une condition meilleure change en des noces et transports. Mais après certain temps, souffrez qu'on vous propose un époux beau, bien fait, jeune et tout autre chose que le défunt. Ah, dit-elle aussitôt, un cloître est l'époux qu'il me faut. Le père lui laissa digérer sa disgrâce. Un mois de la sorte se passe, l'autre mois on l'emploie à changer tous les jours quelque chose à l'habit, au linge, à la coiffure. Le deuil enfin sert de parure en attendant d'autres atours. Toute la bande des amours revient au colombier. Les jeux, les ris, la danse ont aussi leur tour à la fin. On se plonge soir et matin dans la fontaine de jouvence. Le père ne craint plus ce défunt tant chéri, mais comme il ne parlait de rien à notre belle, « Où donc est le jeune mari que vous m'avez promis ?» dit-elle. Fin de la fable 21, la jeune veuve. Cet enregistrement fait partie du domaine public.
Épilogue. Section 22 des Fables de La Fontaine, livre 6e. Enregistré pour LibriVox.org par Sylvie. Bornons ici cette carrière. Les longs ouvrages me font peur. Loin d'épuiser une matière, on n'en doit prendre que la fleur. Il s'en va tant que je reprenne un peu de force et d'haleine pour fournir à d'autres projets. Amour, ce tyran de ma vie, veut que je change de sujet, il faut contenter son envie. Retournons à Psyché. Damon, vous m'exhortez à peindre ses malheurs et ses félicités. J'y consens, peut-être ma veine en sa faveur s'échauffera. Heureux si ce travail est la dernière peine que son époux me causera. Fin de l'épilogue, fin des Fables de La Fontaine, livre 6e. Cet enregistrement fait partie du domaine public.